Merci à vous. Donc, je vous présente, avant de lui laisser la parole, celui qui est le parrain de votre promotion, le professeur Guillaume Leblanc. Il est professeur de philosophie sociale et politique à l'Université de Paris. Son intérêt pour les normes et la normalité l'a conduit à s'interroger justement sur ce qui est moins normal, sur les maladies de l'homme normal, sur les vies ordinaires et précaires et l'invisibilité sociale, thèmes qui ont tous donné des ouvrages, qui ont donné lieu à des ouvrages de ce nom. Et vous comprenez pourquoi il a été choisi comme parrain par notre université, puisque c'est des thèmes et des sujets sur lesquels nous travaillons et auxquels nous sommes tous très sensibles. Ses nombreux travaux en philosophie sociale l'ont amené à envisager la philosophie comme contre-culture à travers des figures comme celle de Charlot ou encore de Bartleby, personnage d'une nouvelle de Melville. S'inspirant des travaux de Canguilhem, Foucault ou Lévinas, il fait dialoguer la philosophie avec la médecine, la littérature, le cinéma ou encore le sport, tout en inscrivant cette discipline au cœur de notre société, avec des travaux récents sur l'hospitalité ou les exclus, thème bien sûr totalement d'actualité, et méthodologie du mélange des disciplines, de la transdisciplinarité qui est aussi très chère à cette université. Donc je lui cède la parole pour qu'il fasse ce discours introductif. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est pour moi un honneur véritablement d'être associé à cette cérémonie en l'honneur des docteurs de l'Université de Montpellier en sciences humaines et sociales. Je remercie très chaleureusement Christine Régnier et Nathalie Blanc pour la si belle proposition qui m'a été faite. Que mon nom puisse être accolé à la promotion 2022 restera pour moi à jamais une marque de reconnaissance et aussi une invitation à poursuivre mon travail de philosophe que je ne peux en réalité distinguer d'un désir de transmission qui a tout à voir pour moi avec la pratique de l'enseignement et d'un désir d'intervention dans la cité. Nulle exemplarité donc de mon point de vue, nulle leçon à proposer aujourd'hui, seulement la restitution la plus modeste possible de quelques points de vie qui ont eu le bonheur d'entrer dans les phrases d'autres personnes et de contribuer ainsi à esquisser les contours d'une ponctuation commune. Le terme de parrain que l'on me propose d'endosser pour cette promotion, pour vous, renvoie, vous le savez, au latin patrinus. Il est porteur de plusieurs sens qui se sont relayés historiquement. À l'origine, on le sait, il a un sens religieux. Il désigne celui qui tient un enfant sur les fonts baptismaux et qui veille à son éducation religieuse. Au XVIIe siècle, il se rapporte à celui qui donne son nom à une chose, à un ouvrage. Au XIXe siècle, il désigne celui qui introduit quelqu'un dans son cercle. Plus récemment, est parrain le promoteur d'une idée, d'une théorie. Enfin, il s'identifie au chef d'une organisation secrète criminelle bien connue. Parmi toutes ces significations, si je devais en retenir une seule, en hésitant énormément entre les deux dernières, je choisirais tout compte fait promoteur d'une idée, je vous rassure, d'une théorie, mais peut-être est-ce davantage encore promoteur d'une certaine idée de la recherche que je voudrais ici déployer. Déployer, au fond, un certain style de vie dans la recherche, une certaine façon de vivre dans le rapport au savoir, de nouer le savoir à la vie, une volonté, au fond, d'inscrire la volonté de savoir dans la vie elle-même, tout en se gardant de toutes les idéalisations liées à ce nouage. Car, on le sait, vous le savez, la volonté de vérité qui nous réunit, et qui est précisément une pratique d'absolue liberté, comme vous l'avez rappelé si justement, cette volonté de vérité repose en réalité aussi sur des systèmes d'exclusion, en naturalisant des partages en théorie qui finissent par consolider des partages en pratique. Les classifications les plus érudites, les catégorisations, sont toujours dans le même temps des classements qui, in fine, renvoient, sinon à des classes sociales, du moins à des classes symboliques, au sein desquelles, justement, les classes dites dominantes finissent par relayer les autres dans les périphéries ou dans les limbes.
La volonté de vérité est elle aussi donc traversée par la lutte des places, par des partages de pouvoir. Pas de savoir sans pouvoir. Et évidemment, ici, nous sommes dans un rituel de transmission de savoir et en même temps qui est un rite aussi de relation au pouvoir symbolique. Et la question devient alors la suivante, comment défaire le pouvoir ? Comment défaire un mauvais usage du pouvoir, car il y a un bon usage du pouvoir. Comment défaire un mauvais usage du pouvoir dans le désir de savoir? Comment ne pas être trop gouverné par un pouvoir de domination à l'intérieur même de la recherche? C'est toute une éthique de la recherche qui ici se déploie, qui doit se laisser surprendre par son objet, sans même vouloir trop le gouverner, le remettre à sa place dans sa classe. Il ne m'appartient évidemment pas de proposer un décryptage de toutes vos thèses, il me faudrait une année entière, de dire où elles vont, d'en proposer un mode de réflexivité de second degré. Chaque parcours est singulier. Une promotion comme la vôtre, comme toute promotion, n'est ni une unification a posteriori, ni un lissage fait de l'extérieur, c'est bien davantage un tissage de tissus et de fils qui ont chacun leur propre grain, leur propre couleur, leur propre vécu. Je voudrais donc seulement témoigner et attester par ma présence aujourd'hui que je suis moi aussi comme vous, mais à ma manière, comme vous à votre manière, un ensemble contingent de fils et de tissus, somme toute une pièce rapportée, nouée à d'autres pièces, contribuant par là à la communauté invisible, mais néanmoins précieuse, précaire, mais fragile, des recherches en sciences sociales. Tout comme les villes invisibles de l'écrivain italien Italo Calvino finissent par en former une seule, les universités invisibles qui hébergent nos recherches finissent par former une seule université, qui est le commun de nos recherches, un certain tissage d'idées communes qui s'impose à nous comme toute véritable idée. Pour moi donc, l'appel non à une leçon à faire entendre aujourd'hui, mais la singularité d'une prise de voix en laquelle je voudrais seulement témoigner d'un certain nouage entre la recherche, la vie et la cité. C'est ce nouage qui est mon affaire, comme elle sera la vôtre, comme elle est déjà la vôtre, j'en suis certain. Non pas donc une leçon, mais plutôt des fragments de mémoire, qui sont autant de fragments pour une morphologie de la volonté de savoir, selon la belle expression de Michel Foucault, dans son cours au Collège de France du 9 décembre 1970. Je souhaite donc simplement donner à mon intervention l'allure générale d'un « je me souviens » à la manière de Georges Perec, dussent être une liste à la Prévert. Mais au moins s'agira-t-il de quelques lignes de vie que je me contente juste d'esquisser en guise de cérémonie d'ouverture. Je me souviens que tout juste étudiant, je rentrais de mes cours de philosophie en traversant la ville de Toulouse à pied et que je n'avais de cesse alors de me demander ce que la monade de Leibniz, le conatus de Spinoza, pouvait bien m'apporter à moi dans ma vie, dans la vie de tous les jours, à nous en général. D'où mon souci constant qui a été d'enraciner la philosophie dans la vie ordinaire, d'en faire une pratique commune. Je me souviens également, après l'agrégation de philosophie, et tandis que j'enseignais pour la première fois au lycée Roosevelt à Reims, avoir tenté, devant les élèves, de soigneusement déplier toutes les figures du doute méthodique puis hyperbolique de Descartes, jusqu'à l'affirmation du cogito, où je pense donc je suis, et avoir essuyé 2 remarques de 2 élèves qui m'auront marqué durablement. La première remarque était la suivante, « Tout ça pour ça ». Et la seconde, mon père ouvrier n'a pas le luxe d'avoir le temps de penser à la pensée. Ce qui ne voulait absolument pas dire que son père ouvrier avait des pensées d'ouvrier, des pensées ouvrières, car je ne crois pas à ces identifications aussi sommaires. C'était bien plus profond. C'était une manière de dire que peut signifier finalement parvenir à penser à distance de la condition d'ouvrier. Qu'est-ce que se désidentifier dans la pratique de la pensée? La pratique de la recherche, je crois, c'est une pratique de désidentification. Nous cherchons parce que nous n'avons pas trouvé, parce que ce à quoi nous croyons
doit être peut-être l'objet d'une critique pour penser autrement ce que nous pensions penser. Je me souviens que le temps de la philosophie comme temps libre, libéré des urgences du temps social, si bien décrit par Pierre Bourdieu, n'a jamais été le temps dans lequel j'ai voulu habiter mon rapport à la philosophie. Enraciner la philosophie dans la vie sociale, la soumettre à la question de la cité, de la précarité, de l'exclusion, de l'invisibilité, d'un droit à la participation, c'était tout autant précariser la philosophie que philosopher depuis la précarité, ce qui revenait à proposer et à penser surtout que la philosophie, justement, n'existe qu'au dehors d'elle-même, qu'elle est tout compte fait une discipline qui, comme toute discipline, n'existe qu'exorbitée. Je veux dire littéralement sortie de son orbite, sortie de son sillon. La thèse de philosophie que j'ai consacrée à ce philosophe médecin Georges Canguilhem fait sienne justement la définition que Canguilhem donne de la philosophie au début du Normal et du Pathologique et qui dit, je le cite, que la philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne et nous dirions volontiers pour qui toute bonne matière est étrangère. De ce point de vue, la philosophie n'est jamais autant elle-même que quand elle est au dehors d'elle-même. Toute discipline, et c'est le cas, je crois, de toute discipline n'est jamais autant elle-même que quand elle réussit à sortir d'elle-même. Ce qui ne veut pas dire qu'elle quitte son aspect disciplinaire, mais qu'elle le met au contact, au frottement d'autres disciplines, au risque d'autres disciplines. Faire de la recherche, n'est-ce pas alors, certes, construire la discipline dans laquelle on est situé, mais en même temps, dans un geste éthique irréductible, dédisciplinariser sa propre discipline, la rendre littéralement indisciplinée. Encore, cette pratique ne renvoie-t-elle à aucune intention première qui serait enfermée dans la boussole du chercheur qu'on vous remettrait au début de votre propre parcours? Chercher, c'est être sans boussole, c'est être littéralement déboussolé, désorienté. Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée? Écrivait Kant, c'était le titre d'un de ses petits textes, opuscules, à la fin du XVIIIe siècle. Encore faut-il justement n'avoir aucune recette par avance, être sans carte, ce dont je suis sûr que vous avez fait l'expérience, être sans carte, ni géographique pour dresser le panorama de vos catégories, mais être sans carte d'un quelconque parti. Un chercheur n'est pas un partisan, même s'il lui arrive de prendre position. C'est à la condition d'être ainsi désencarté que l'on peut être littéralement désencastré et ainsi répondre pleinement au désir de recherche qui est, il ne faut pas se tromper, même si nous sommes ici dans un espace séparé du commun de la cité, y compris par nos habits, qui est le désir de toute vie. Toute vie, quelle qu'elle soit, est une vie de chercheur à sa façon. C'est précisément cela, peut-être, qui a constitué la scène inaugurale de la philosophie, l'une des scènes inaugurales de la philosophie, quand on ouvre les premières lignes, les premières pages de la métaphysique d'Aristote, et qu'on a cette affirmation au tout début du livre. Tous les hommes, dit Aristote, ont par nature le désir de connaître. Tous les hommes ont par nature le désir de connaître. Ce qui signifie que lorsque l'on rencontre des hommes et des femmes qui n'ont plus ce désir de connaître, c'est qu'ils ont sans doute été dénaturés par les conditions dans lesquelles leur vie a été placée. Et ceci me semble renvoyer à la leçon d'un anthropologue contemporain, Appaduraï, qui, dans la condition de l'homme global, évoque, à propos des intouchables de Bombay et des sans domicile fixe de la même ville, qu'il faut leur reconnaître à eux également le droit à la recherche comme droit humain fondamental. Et il propose de faire du droit à la recherche un droit humain fondamental qui renvoie à un droit au futur, à la vie future. Car toute vie ne peut explorer son futur qu'à la condition d'être en état, justement, de recherche. De ce point de vue, justement, peut-être qu'il faut ici affirmer que notre recherche appartient à un droit à la recherche bien plus vaste qui constitue le commun de toutes nos existences. Je me souviens,
également qu'après ma thèse de philosophie, qui portait sur la philosophie des normes chez Georges Canguilhem et Michel Foucault, je n'ai eu de cesse de me demander dans quelle mesure je pouvais à nouveau m'autoriser, moi, à penser à la première personne, tout en étant au plus près de ces auteurs, et à reprendre à nouveau frais le problème de la norme. Cela a donné un essai dont vous avez parlé, Les maladies de l'homme normal, et c'est justement depuis cet essai, comme essai pour penser par soi-même, à la verticale d'autres auteurs, que j'ai cherché depuis à explorer une philosophie de la vie ordinaire recréatrice de ces normes, se subjectivisant jusque dans les dispositifs disciplinaires les plus assujettissants, détournant les macronormes par des petites normes, des micronormes, ce que fait Charlot précisément, qui ne cesse de détourner, d'être quelqu'un qui détourne les normes pour vivre, pour les réaliser à sa manière et ainsi aussi les transgresser. Encore, ce travail n'a-t-il été pour moi que simultanément, pour reprendre la belle expression d'Albert Camus lorsqu'il a reçu le prix Nobel et lorsqu'il a fait son discours de Stockholm, qu'un travail à la fois solitaire et solidaire. Je pense que chercher, c'est évidemment produire un travail solitaire, car personne d'autre que vous ne peut chercher à votre place, puisque c'est depuis cette place que vous cherchez ce que vous avez à chercher. Mais en même temps, il s'agit d'un travail solidaire, car ce travail est mené en cité. Non seulement il a droit de citer, mais il a droit aussi à transformer la cité dans laquelle il se trouve. Je me souviens également du premier voyage à l'étranger que j'ai pu faire grâce à ma recherche, grâce à une intervention qui était décalée par rapport à mon domaine, puisque c'était une intervention au Portugal, on a parlé du Portugal tout à l'heure, sur la littérature de Pessoa. Je me souviens avoir rencontré de façon fortuite à cette occasion le directeur de la revue Esprit, Olivier Mongin, avoir parlé avec lui longuement de littérature américaine, je dis ça à mes amis américanistes, et je me souviens que cela m'a permis de publier 3 essais sur 3 auteurs américains contemporains et avoir été l'occasion pour moi de rentrer par la suite dans le comité de direction de la revue Esprit. Je me souviens que beaucoup d'universitaires à l'époque, moi qui étais très jeune étudiant, m'avaient déconseillé de faire ce voyage puisqu'il ne m'apportait rien vu que c'était un pas de côté par rapport à mon propre travail. Et précisément, je me souviens alors m'être dit « Partout où il est possible de se déplacer, déplace-toi ». Et après tout, l'erreur elle-même n'est-elle pas le fait d'un déplacement hors de ses bases? C'est pourquoi d'ailleurs elle n'est pas le contraire de la recherche. Se tromper, c'est vraiment bon signe. Elle n'est pas le contraire de la recherche de la vérité, mais sa condition interne. Car on ne se trompe que pour s'être déplacé dans les savoirs, et on ne se déplace dans les savoirs que parce que la vie humaine n'est jamais à sa place, ne tient pas en place, et recherche donc d'autres significations, d'autres savoirs, d'autres sens. Comme le disait superbement Georges Canguilhem, l'erreur fait une avec l'errance. Nous voilà donc reconduits au mystère de la recherche, par lequel je conclurai. Chercher, se spécialiser forcément, se localiser, c'est se déplacer, c'est inventer d'autres lieux, c'est se délocaliser. À cette condition que la recherche soit menée librement, vous l'avez rappelé, tout en étant soutenue, ce que nous faisons ici, par des institutions universitaires qui lui confèrent justement toute sa place et toute sa portée. Une université sans condition, affirmait le philosophe Jacques Derrida, une recherche sans condition, mais à la condition exclusive qu'elle soit soutenue, que l'on en prenne soin. Paradoxe, il faut des conditions sociales pour la recherche sans condition. La cité de la recherche que vous formez, que nous formons, est en ce sens une cité précaire, parce qu'elle est attaquée sans cesse. Elle tend à être redimensionnée par les flux capitalistiques du néolibéralisme le plus agressif, qui privatise ou qui introduit des méthodes d'évaluation privées dans le domaine public. Il nous faut résister à cette redéfinition de la recherche pour qu'elle reste une recherche libre,
sans condition. C'est à cette condition-là qu'elle peut encore exister pleinement. Il nous faut desserrer l'emprise de la société sur la recherche pour mieux être en prise directement avec la cité d'une toute autre manière, de la manière qui nous définit aujourd'hui, de la manière qui forme notre communauté de chercheuses et de chercheurs. Je vous remercie.